Donc cette session, elle est donc à l'initiative du comité d'organisation des GILAR, mais aussi de l'ASFAR. L'idée est de faire un partage d'informations et de vous présenter les travaux de l'ASFAR et des nouveautés qui se profilent dans l'organisation de l'ASFAR. Alors l'ASFAR, vous connaissez tous, cette espèce de grosse organisation très parisienne pour laquelle on ne sait pas exactement comment ça se passe et on pense que c'est pas très transparent. En fait, c'est parfaitement transparent. Il y a un conseil d'administration qui a été réélu la semaine dernière. Il y a un bureau avec un président, donc moi-même, des vice-présidents, qui sont Jean-Michel Constantin, Marc Léon, des secrétaires généraux, Karine Noët-Golin, Frédéric Le Sachet, des trésoriers des trésorières qui sont très importantes parce que les activités de l'ASFAR sont très coûteuses et donc elles sont là pour faire le gendarme sur les propositions parfois un peu chères qu'on peut leur faire. Donc c'est une organisation normale, une association loi 1901 d'utilité publique. Et l'utilité publique, c'est une mention qui est extrêmement importante puisque nos activités sont rattachées à l'approbation, en tout cas statutaire, du ministère de l'Intérieur. Donc ce qui montre que c'est donc une société qui a de l'importance, en tout cas pour les professionnels. Donc je vais essayer de vous passer un petit peu en revue tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait, et tout ce qui va être fait par l'ASFAR cette année 2023. Vous savez que les missions de l'ASFAR sont de 3 ordres. En promotion professionnelle, c'est-à-dire création de référentiels. Et d'ailleurs, Benjamin Bijoc va nous présenter un de ces référentiels. Vous savez l'importance des référentiels de l'ASFAR. C'est-à-dire, quand on dit l'ASFAR a dit, c'est quasiment la loi. Alors c'est bien et c'est pas bien, c'est méconnaître la loi, mais d'un autre côté, ça veut dire que ce qui est dit à l'ASFAR a une portée. J'en veux pour preuve les recommandations pratiques professionnelles sur l'organisation de la chirurgie pédiatrique, de l'anesthésie pédiatrique, qui ont été publiées, présentées pour la première fois par la DARPEF et publiées lors de la ISFAR samedi dernier. Plus de 2000 téléchargements, donc ce qui montre bien qu'il y a énormément de monde qui est intéressé par, non pas les normes, mais les références proposées par l'ASFAR. Deuxième point, c'est la recherche. Je vous montrerai les outils proposés par l'ASFAR pour promouvoir la recherche en anesthésie, réanimation, médecine périopératoire. Et enfin, la formation. La formation, parce que c'est un vrai enjeu, la formation professionnelle. Et d'ailleurs, on pourra parler aussi, si vous le souhaitez, de la mise en place de la certification périodique, qui est une obligation pour tous les professionnels de santé à ordre, c'est-à-dire les médecins, les IAD, les infirmiers, parce qu'il y a un ordre, et qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023, comme tout le monde le sait. Alors je vais commencer par la formation. Alors l'année dernière, on a fait 20 formations en dehors du congrès de l'ASFAR et des journées monothématiques. Vous avez ici les différents acronymes. Alors la nouveauté l'année dernière, c'est qu'on a parmi les membres de l'ASFAR, vous savez, les médecins anesthésistes réanimateurs, les IAD, mais aussi les infirmiers de réanimation et plus récemment les aides-soignants de réanimation et les kinés psychologues. C'est logique, on est tous soignants autour du patient, que ce soit en réanimation, en anesthésie, et donc c'est logique que les informations, la formation circulent chez tous ces professionnels. Donc il y a eu ces différentes manifestations. Vous savez qu'il y a eu la ISFAR samedi dernier. Alors la ISFAR, ça a été le premier congrès virtuel. On a été beaucoup suivi ensuite par les différentes organisations professionnelles. Et puis évidemment, ça a explosé pendant Covid. Actuellement, on sent quand même qu'il y a un petit reflux sur ce qui se passe en virtuel et que les gens aiment bien se rencontrer. Je vois l'assistance qu'il peut y avoir dans votre congrès. Je suis impressionné parce qu'en fait, il y a du monde. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que les partenaires sont là aussi. Donc, ça veut dire que les rencontres en présentiel sont importantes. Néanmoins, on a eu quand même 1250 inscrits à l'ISFAR, 653 participants actifs. Et vous voyez ici l'évolution des connexions au cours de la journée. Donc, on en discutait avec Benoît Tavernier. C'est vrai que les fins de journée sont difficiles. Le samedi est difficile, on va y revenir, mais les fins de journée sont difficiles. Alors ensuite, on a le congrès. Alors le congrès 2023, la nouveauté, c'est justement, on a enlevé le samedi, comme ça, c'est clair.
D'ailleurs, on a pu se déplacer le samedi. L'avantage, c'est que difficile de faire déplacer des orateurs le samedi, difficile de faire venir finalement des participants à des congrès le week-end. Alors, est-ce que c'est une évolution? Non, mais je crois qu'il faut préserver nos week-ends et puis voilà. Et les partenaires aussi étaient assez contents parce qu'en fait, ça constituait une charge salariale en particulier le samedi pour maintenir les stands, etc., etc. Alors, ce sera mercredi, jeudi, vendredi. Alors, vous allez immédiatement me dire « Oui, mais je ne pourrai pas m'absenter 3 jours dans cette semaine-là parce qu'il faut faire tourner les activités. » Mais ce que le comité d'organisation et le comité scientifique de l'ASFAR, ce comité qui fait le programme du congrès, s'assurera qu'il y a des redondances de thématiques entre le mercredi et le vendredi, de façon à ce que tout le monde soit servi à la hauteur de ce qu'il souhaite. Alors vous remarquerez qu'il y a un petit ballon de rugby, parce que c'est aussi la Coupe du Monde de rugby, et donc je ne sais pas s'ils savent que Pierre Baladéjo est à la tête de l'ASFAR. Les référentiels, ce comité des référentiels cliniques, c'est un énorme comité en fait, ce sont les gendarmes des référentiels. Ils nous proposent une méthode, ils s'y tiennent, ils font un travail absolument formidable, et vous avez ici toute la programmation et la production des référentiels d'ASFAR. Donc j'ai vu, Benjamin, qu'ils ont fait une erreur sur ton nom ici. Donc tu vas présenter les RPP facteurs humains, je pense, tout à l'heure. Voilà, donc dans les tuyaux, il y a d'autres référentiels comme l'antibioprophylaxie, l'anaphylaxie, la thromboprophylaxie. Donc vous voyez, c'est des grosses thématiques qui demandent beaucoup de ressources, en fait. Il y a 2 nouveautés, c'est sortir des murs de Paris. Parce que effectivement toutes les activités sont à Paris et on voulait régionaliser ou plutôt aller porter la voix de la profession d'anesthésie, réanimation, médecine péri-opératoire auprès des praticiens dans leur ville. C'est la raison de ma présence ici. Et c'est pour ça aussi qu'on organise une SFAR en région. En janvier, c'était Rennes. Et il y a eu 200 participants. Et en fait, la conséquence de cette présentation-là, c'est qu'on a eu plus d'adhésion dans la région Bretagne. Et c'est parfait. Ça veut dire que clairement, les gens s'identifient à... On vient les voir, on discute avec eux. Il y avait la moitié d'orateurs bretons dans cette session-là. Et c'est important, c'est porter la voix, enfin, pas porter la voix, c'est échanger en région. Alors, la présentation que je vous fais ici, donc on l'a fait dans tous les congrès régionaux pour 2 raisons. D'abord, l'ASFAR a besoin de montrer son image là au plus près des praticiens, mais aussi parce que les congrès régionaux, ils ont besoin aussi du soutien potentiel de l'ASFAR pour maintenir l'activité. Bon, il va falloir un jour parler argent, mais l'équilibre financier des congrès régionaux, comme la Société française, c'est extrêmement important. Il y a une autre initiative, c'est la médiathèque de l'anesthésie-réanimation. C'est la plateforme Galaxy. Donc c'est une plateforme, alors techniquement, elle n'est pas super top, mais on y travaille, dans lequel on a compilé l'ensemble des documents nécessaires à notre profession et sous forme de parcours. Je prends l'exemple de l'anesthésie de l'œil gauche. Je veux faire de l'anesthésie de l'œil gauche. Il me faut tous les référentiels, toutes les vidéos, toute la formation sur l'anesthésie de l'œil gauche. Et vous avez ça, donc en haut à gauche pour le bloc opératoire, la médecine périopératoire, en bas à gauche pour les soins critiques, etc., etc. Et vous avez plus de 80 parcours actuellement. Chaque comité fournit des parcours, c'est-à-dire compile les différents documents qui sont soit à l'ASFAR, soit sur des décrets ou des arrêtés, des circulaires pour organiser. Donc vous pouvez piocher dans ces parcours pour créer une activité chez vous si vous le souhaitez. On a par ailleurs mis dans Galaxy les replays de l'ensemble des congrès. Donc vous avez le replay de l'ASFAR Rennes, le replay de la ISFAR 2022-2023, le replay du congrès 2023, etc. Donc vous avez déjà une médiathèque. Elle n'est pas parfaitement rangée. Des fois, la porte, elle a du mal à s'ouvrir. Mais la médiathèque de tous les documents que vous recherchez sur l'anesthésie-réanimation au sens vraiment large. On a par ailleurs contractualisé avec le Collège des enseignants en anesthésie-réanimation pour que sur cette plateforme Galaxy, on puisse retrouver tous les modules d'enseignement du 3e cycle. Donc en pratique, l'interne qui fait docteur junior peut retrouver, dès qu'il passe professionnel officiellement qualifié et tamponné, retrouver tous ces cours finalement et toutes ces bases de connaissances
dans la plateforme Galaxy, qui n'est accessible évidemment qu'aux adhérents. Donc un exemple, voilà, le SDRA, qu'est-ce que je dois savoir sur le SDRA si j'ai jamais vu un SDRA? Donc vous avez tous les documents, toutes les vidéos qui ont été postées par l'ASFAR sur le SDRA. Donc vous avez tout ce que vous devez savoir. La recherche, hein, il y a tous les instruments pour la recherche. Vous voulez faire de la recherche clinique, que ce soit pour les médecins ou pour les paramédicaux, vous pouvez le faire. Donc vous avez un projet, vous le soumettez au CERAR, c'est le comité d'éthique de la recherche en anesthésie-réanimation, qui vous délivre un numéro IRB qui vous permet donc de publier ou qui vous envoie vers un CPP. Et ensuite, vous pouvez aller voir le réseau recherche en haut à droite. Et le réseau recherche va vous aider à trouver des partenaires, que ce soit des partenaires dans les CH ou dans les établissements privés. Il y a beaucoup de CH dont on n'a jamais entendu parler, qui ont la volonté d'aller inclure des patients dans des protocoles ou dans des projets de recherche. Et c'est extrêmement important parce que ça crée du lien et c'est extrêmement efficace. Ils ont publié plus d'une trentaine de papiers avec le réseau recherche. Il y en a une vingtaine qui sont en cours. Enfin, c'est vraiment, on a une attachée de recherche clinique, une chef de projet qui travaille exclusivement pour l'ASFAR pour ces projets-là. Et puis, si vous cherchez de l'argent, eh bien, vous pouvez aussi postuler pour des bourses de mobilité. Par exemple, si vous voulez faire une année à l'étranger, dans un cadre hospitalo-universitaire ou pas, à partir du moment où c'est un projet scientifique valide, tamponné, intéressant. Et la SFAR, cette année, a offert 6 bourses de 25 000 € chacune. Donc, c'est beaucoup d'argent. Pour des bourses de mobilité, des collègues qui vont partir aux États-Unis, à Stanford, à UCSF, à Harvard, à Genève, à Louvain. J'en oublie, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est là pour vous aider financièrement si vous cherchez des financements pour faire une mobilité, pour aller travailler dans les labos de recherche étrangers. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez envie de publier, vous publiez dans Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine. Alors l'équipe éditoriale, elle est extrêmement active. Ça, c'est l'impact factor de cette année, 7,025. Il va redescendre un petit peu l'année prochaine, mais en fait, tout le monde redescend. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est 6e sur 34 sur l'anesthésie et 9e sur 36 publications journaux pour la réanimation, et c'est extrêmement important puisque ça veut dire que vous êtes en rang B quand vous publiez dans ce journal-là, CCPM, et que le rang B, ça veut dire qu'on est dans le premier 10% ou 15%, je ne me souviens plus, la première tranche des publications les plus lues en anesthésie en réanimation. Donc vous voyez, vous avez des éditeurs associés qui viennent du monde entier. Vous avez ici une SOMI-Team qui s'occupe de la publicité autour des articles. Et puis, vous avez le petit journal professionnel, l'ancien AFAR. Alors, l'ancien journal, ce n'était pas AFAR, c'est le journal professionnel en français, anesthésie, réanimation, qui va très certainement, soit l'année prochaine, soit l'année d'après, être indexé sur PubMed. Ça veut dire qu'on peut aussi envoyer en français des papiers dans ce journal-là. Des articles originaux. Là, pour le moment, il y a des articles originaux, il y a des revues il y a des tas d'éléments qui nous permettent en fait de travailler. Donc, c'est encore de l'information. Alors ensuite, il y a la politique et le fait que l'ASFAR porte des valeurs qui correspondent aux valeurs de l'évolution de notre société. Par exemple, donner des ailes à l'ASFAR, c'est faire en sorte que l'ASFAR, ce ne soit pas uniquement une bande de mâles blancs de plus de 50 ans. Et donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2017, où on s'est aperçu que quand même, ça n'allait pas bien. Quand même. Le rapport du CNOM dit qu'on a 40% de femmes parmi nos praticiens et 60% d'hommes. Et donc, vous voyez, en 2017, il n'y avait que 18% de femmes dans les comités, 8% de femmes au conseil d'administration et au bureau 14%, la présidence 0%. En 2022, alors comme on a changé de conseil d'administration la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de refaire les comptes, mais vous voyez qu'on est arrivé à une parité jusqu'au bureau, pas encore la présidence, et ce que je souhaite, c'est que la parité soit obtenue après mon mandat. Pour le Congrès, c'est aussi quelque chose d'important d'avoir une représentation qui corresponde à la diversité de notre société. Donc on a une attention particulière à ce qu'il y a un équilibre, alors ici homme-femme, mais après on peut aller plus loin en termes d'équilibre et de respect de la diversité dans notre société savante.
Il y a aussi une grosse part de collaboration avec les sociétés francophones, puisque l'AISFAR, par exemple, le congrès virtuel, a permis de rassembler beaucoup d'universités et de facultés de médecine autour de l'AISFAR. Je prends l'exemple de Beyrouth, de l'Hôtel-Dieu de Beyrouth, où cette année, ils avaient 3 salles qui retransmettaient les 3 studios de l'AISFAR, ce qui, pour 3 connexions, correspondait à 90-100 personnes. Et ce format-là, il est reproduit partout en francophonie. Très bonnes relations et très bons retours du côté du Maroc, de la Tunisie, de la SARAF, des différents pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permet, qui étend quand même la surface d'écoute de l'ASFAR, et puis énormément de richesses. Et on va faire l'année prochaine un véritable congrès virtuel francophone en faisant intervenir l'ensemble des praticiens de ces pays-là. Il y a un point d'information, ou plutôt d'explication. Le CNP, c'est le Conseil national professionnel. Alors, quand on parle du CNP, en général, on me dit « mais c'est quoi ?» Je vais essayer de vous expliquer. C'est le guichet unique pour les tutelles pour aborder une spécialité, l'anesthésie-réanimation. Alors, ça peut être beaucoup de composantes, l'anesthésie-réanimation. Et donc, le CNP recouvre les composantes de l'anesthésie-réanimation sur le plan professionnel, sur le plan syndical et sur le plan universitaire. Donc, vous avez l'ASFAR, le Collège des enseignants, le syndicat des jeunes anesthésistes-réanimateurs, le SNARF, le syndicat des libéraux, et le SNFAR. Par-dessus ce groupe-là, donc ça, c'est le groupe fondateur qui a voix, c'est-à-dire c'est une organisation, c'est une association. Et il y a en plus l'intervention du Collège français d'anesthésie-réanimation et du CNU, du Conseil national des universités. Par ailleurs, il y a des représentants de l'ordre des médecins, etc., etc. Ce CNP est extrêmement important puisque c'est eux qui défendent la spécialité auprès des politiques et des tutelles. Les dossiers, vous les connaissez. Les dossiers, c'est les soins critiques, le décret des soins critiques, les soins renforcés, le nombre d'internes. Ce matin, on était en visio avec la DGOS et toutes les composantes étaient là pour défendre le nombre d'internes pour la spécialité pour l'année 2023. Il y a évidemment le dossier qui est inflammable, mais pas tant que ça, de la pratique avancée pour les infirmiers anesthésistes et de la place que tout le monde recherche pour que les IAT soient reconnus à leur propre valeur, à leur bonne valeur dans le cadre de la pratique avancée, mais qui pose évidemment un certain nombre de réglages à faire vis-à-vis des textes réglementaires et législatifs. Donc voilà, sachez que le CNP ARMPO est extrêmement impliqué. Donc quand vous entendrez parler CNP, vous dites « ah oui, c'est l'espèce de gros truc avec 5 composantes dans lequel il y a l'ASFAR ou les syndicats auxquels j'ai adhéré ». Enfin, on peut être fier de notre spécialité puisque c'est la 6e spécialité la plus attractive sur 44 spécialités médicales. Ça veut dire que les internes, ils adorent l'anesthésie-réanimation. Alors j'ai pris la 6e parce qu'en fait, il y a plusieurs stats, mais j'ai pris la plus favorable parce que je savais qu'il y aurait le président du CNU dans la salle. Et c'est super, c'est génial. Ça veut dire qu'on est une spécialité très attractive, il faut la maintenir attractive. C'est probablement la dualité, ou plutôt la polyvalence associée à la description de notre spécialité, anesthésie, réanimation, médecine périopératoire. C'est la spécialité qui a le moins de sortants dans le cadre des droits hors mort, et qui absorbe énormément de droits hors mort entrant dans la spécialité. Donc, tout ce que je vous ai dit, ça montre qu'il faut adhérer à l'ASFAR. Et donc, c'est pour ceux, je pense que là, de tous ceux que je vois, je pense qu'ils sont tous adhérents à l'ASFAR, tout le monde est adhérent à l'ASFAR. Sinon, vous flashez ce truc-là, et normalement, on vous envoie directement sur le site qui vous permet de payer. De payer combien? Parce qu'à un moment, il faut parler argent. 450 € pour les médecins. Oh là là, mais c'est vachement cher. C'est pas cher du tout parce que ça inclut l'ensemble de ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire la formation, la Galaxy. Vous avez droit à toutes les formations de façon gratuite. C'est-à-dire les 20 formations, si elles sont destinées à des médecins, vous allez y aller gratuitement. Les journées monothématiques, la ISFAR et le Congrès national. Donc c'est déjà... Bon, après, si vous voulez mensualiser, vous pouvez mensualiser. Et puis surtout, vous pouvez faire en sorte que la cotisation SFAR est déductible de vos impôts. Donc la seule chose à noter de ma présentation, c'est la case 7UF sur votre feuille d'impôt, où vous allez en fait retirer les 450 €, ce qui va aboutir finalement
à 153 €. Alors, c'est vrai pour les médecins, mais c'est vrai pour toutes les catégories professionnelles qui peuvent adhérer à l'ASFAR, que ce soit les IAD, les IDE-REA, les AS et les internes, enfin ce qui reste des internes. Je ne sais pas s'il y a des internes dans la salle, il y en a combien? Il n'y en a que 2? Bon, ok, alors vous direz aux autres, c'est-à-dire aux 750 autres, que pour les internes, c'est gratuit de la première à la 4e année. D'accord? C'est clair ça. Alors pourquoi on l'a mis pas gratuit pour les 5e années, c'est-à-dire les docteurs juniors? Parce qu'à un moment, il faut les attirer avec quelque chose. Et donc les attirer, ça veut dire, attention, vous allez rentrer comme membre professionnel qualifié, tamponné, et que vous aurez besoin d'une société savante. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez par ailleurs un groupe jeune qui a créé un mini CNP avec AJAR et avec le syndicat des jeunes anesthésistes réanimateurs. Donc on a le point de vue des jeunes. Et voilà. Donc c'est vrai pour l'ensemble des professionnels. Donc ça coûte pas cher pour finalement une indépendance vis-à-vis des industriels qui continuent à nous aider, mais qui nous permet quand même une certaine indépendance vis-à-vis de ce qui peut se passer dans les années qui viennent. C'est beaucoup d'argent à gérer. C'est un budget de 3,5 millions d'euros pour organiser toutes ces affaires-là et pour maintenir l'attractivité autour de la société savante. Voilà, donc une dernière fois, adhérer. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, et en particulier, s'il y a des questions sur la certification périodique, ça permettra de discuter 5 minutes sur cette affaire. Je ne vois pas de main levée. Une ou deux petites questions. Merci Pierre pour cette remarquable présentation de notre société savante. C'est important, c'est dommage qu'on ne se voit pas plus parce que je pense pas. Mais c'est pas grave, il y a une capillarité. Je crois en la capillarité. Savent pourquoi c'est important de fédérer la spécialité et nous tous, tous les professionnels de l'anesthésie-réanimation autour d'une société savante. La gratuité pour les internes, justement, l'ASFAR l'a mise en place, et si je me souviens bien, d'abord pour les premières années, puis les deuxièmes années, on arrive à 4, et justement, pour attirer les internes qui sont jamais médecins. Est-ce que tu as une idée de, avec cet accès gratuit, quel est le pourcentage des internes, éventuellement même par année, mais peut-être tu ne le sais pas comme ça, mais qui de fait adhèrent à l'ASFAR? Est-ce que c'est 20%, 40%, 60%, plus? Tu sais ça? Alors, déjà, à titre d'information, on n'est pas sur les mêmes années. On a une année calendaire, une année universitaire. En termes de compta, on est calendaire, mais en termes d'interne, on est en universitaire. Donc il y a ce petit décalage qu'il faut... On est à peu près à un tiers de l'ensemble des 2500 internes qui sont adhérents à l'ASFAR. Ce qui est pas mal, en fait, hein, mais en fait, on a une sorte d'attrition. Quand l'interne arrive en première année, premier semestre, il voit le PUPH, il est très impressionné, qui lui dit « tu adhères à l'ASFAR, sinon tu vas être pendu haut et court », il adhère. Donc on a une augmentation, vraiment les premières années sont très fidèles, et ensuite on a une petite attrition. Alors je pense qu'ils savent, d'ailleurs cette attrition, on l'a aussi chez les professionnels, hein, c'est-à-dire on commence à adhérer, ensuite on oublie un petit peu. Et donc voilà, donc le fait d'avoir fait gratuité de 1 à 4, ça a quand même amélioré, et je pense qu'on a les meilleurs taux. Je n'ai pas les chiffres évolutifs d'année en année, mais là, le dernier point qu'on a fait, Delphine pourra en témoigner, moi j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, mais après, en 5e année, c'est plus difficile. Voilà. Après, on a, comme tu le sais, on a interpellé les coordonnateurs régionaux et locaux, les subdivisions, pour que ça fasse partie du package professionnel. Moi, je pense que ce qui manque aux internes en sortie pour aller vers le milieu professionnel, c'est les outils professionnels dont on a besoin. Et c'est les discussions qu'on va aborder ici, que ce soit avec les facteurs humains ou la téléconsultation. Mais surtout, c'est pas un travail solitaire, l'anesthésie-réanimation. Donc il faut qu'on soit au sein d'une société savante forte et qui serve à quelque chose. Il faut qu'ils le comprennent. On le comprend un peu plus tard, en fait. Sinon, tu as fait allusion au CNU à la 6e place de la discipline. En fait,
c'est même pas enfin, c'est l'indicateur officiel le plus favorable, mais en fait, on est désavantagé par tous les indicateurs, comme tu le sais, mais je le dis pour tout le monde, ça fait plaisir. On est désavantagé par rapport à la plupart des spécialités, parce que tous les indicateurs prennent en compte le dénominateur. Comme il y a beaucoup de postes, il y a plus de postes ouverts en anesthésie que dans réanimation, médecine pério-opératoire, dans beaucoup d'autres disciplines, ça fait baisser. Quand on regarde le choix des spécialités, comme tu le sais aussi bien que moi, après les 100, 500 ou 1000 premiers, on est les premiers maintenant. Oui. Après les 1000 premiers. Le nombre de postes choisis, c'est l'anesthésie en premier. C'est quand même, on peut être fier de ça, même si on n'y est pour rien. Je changerai la diapo. Oui, bonjour. Vous avez parlé à un moment donc, de tout ce qui était recherche clinique qui était effectuée dans les différents services. Je voulais savoir si à l'avenir, vous aviez prévu de créer un profil pour les attachés de recherche clinique, pour qu'il y ait un peu d'acculturation des personnes qui travaillent au sein des pôles d'anesthésie réa en France. Eh bien, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. On va proposer ça dans le cadre du réseau recherche, parce que je pense que c'est important d'avoir... nous, on a des équipes d'ARC, et en fait, c'est vrai qu'il y a une culture particulière de la recherche clinique en anesthésie, en réanimation, et donc c'est important. Donc, je le note, et on en discutera clairement pour l'intégrer. Bonne idée. Ça va faire du monde, hein. Bah, tant mieux. Oui. Oui. Ce qui est sûr, c'est que pour les jeunes internes et les jeunes médecins, l'ASFAR, ça veut dire quelque chose. Je veux dire, ils savent, ils connaissent. Enfin, c'est vraiment l'élément fédérateur c'est notre société savante. Donc, je pense qu'on peut être confiant sur le fait qu'ils vont y adhérer le plus possible. Moi, j'avais une petite question un peu provocatrice. Et du coup, le collège, il sert à quoi ? Bah, le collège, il a une autre fonction. Le collège, c'est l'organisme qui doit être indépendant de l'ASFAR pour justement organiser tout ce qui est alors DPC, développement professionnel continu, accréditation, gérer toutes ces affaires-là, et prochainement donc la certification périodique. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui est indépendant de la société savante qui va poser des normes pour des formations et qui va faire le circuit de financement du DPC, de l'accréditation, et j'espère prochainement de la certification périodique. Donc le collège, il a une fonction propre qui est celle justement d'organiser le développement professionnel continu. Oui, mais nous, on produit de la formation, on produit de la recherche, on produit des référentiels. Ce n'est pas le rôle du collège de produire de la formation, de produire... Non, le rôle du collège, c'est de labelliser une formation et de rentrer dans les circuits, justement, de développement professionnel continu. Donc, mais je pense que dans 10 ans auparavant, c'était plus flou que maintenant. Parce que, justement, il y avait peut-être une déconnexion ou une incompréhension du rôle des uns et des autres. Il y avait un comité scientifique au niveau du Collège français d'anesthésie et réanimation. Un comité scientifique, c'est pour soit produire de la recherche ou produire de la formation. Donc on n'est pas dans ce... On a bien... et les textes nous soutiennent sur cette séparation qui est obligatoire, compte tenu des liens d'intérêt que la société savante peut avoir, par exemple, avec l'industrie. Finalement, une société savante, c'est assez vulnérable sur le plan des influences. Donc ça, on fait très attention à ce que ce soit vraiment transparent et qu'on ait une explication claire d'où viennent les formations. C'est pour ça qu'ont été inventés les symposia et clairement, on sépare ce qui est académique de ce qui n'est pas académique. Et le collège doit être indépendant de cette société savante, mais faire en sorte que la certification, l'accréditation, la validation soit selon une norme. C'est à eux de le faire.